Émission spéciale Un jour, une vie de Jean-Marie Roussière sur Radio Fidélité avec un invité exceptionnel, Jacques Crine, le cavalier du ciel, leader solo de la patrouille de France, commandant de bord et l'as de la voltige. Jacques Crine, bonjour commandant, bienvenue à bord dans le studio de Radio Fidélité avec un voyage exprès pour cette émission depuis Paris. Merci. Alors Jacques Crine, c'est une grande figure de l'aviation, on peut le décrire physiquement, il a le blouson rouge, le foulard blanc, la casquette, ah oui, une belle casquette, mais surtout d'immenses bacchantes blanches. Et puis aussi le regard qui vous dévore. C'est bien ça, j'ai bien décrit. Oh jusqu'à maintenant, ça me va très bien. Ça va très bien. Jacques Crine, on va parler de votre petite enfance. Vous êtes né le 19 février 1944 à Cornet. Ouais. Et c'est où ça, Cornet ? C'est pas loin de Nantes, c'est de l'autre côté d'Angers, oui. Sur les bords de l'Othion. C'est une quinzaine de kilomètres d'Angers, donc à 100 km d'ici. Ah, et alors, il y avait quand même quelque chose qui était prédestiné, parce que vous êtes né près d'un aérodrome allemand, c'est ça ? Oui, c'est ce qu'on m'a raconté. Ah. C'était sur les bords, ça s'appelait la Bailly. C'était une immense pâture qui devait faire 2 km sur 2 km, et les Allemands avaient établi un terrain de chasse. Mmh. C'était à la fin de la guerre, 1944, je suis né en 1944, et c'était un terrain de chasse itinérant, on va dire, donc il y avait des avions de chasse, et surtout la partie nord était bordée de ruisseries, c'était des canaux, ils faisaient du chanvre dans le temps, et était bordé de peupliers. Ouais. Donc il y a un raid, comme disaient les paysans, des avions, des petits deux queues qui étaient des P-38, qui étaient des avions, des bipoutres, des chasseurs bombardiers américains qui ont strafé le terrain. C'était la guerre, donc tout le monde dans les fossés, tout le monde dans la petite rivière qui s'appelle l'Othion. Et moi j'étais au premier spectacle dans mon berceau à regarder ça, et je pense que ça m'a vraiment marqué. Comme j'ai dit, il y a des stress qui vous paralysent et d'autres qui ont voulu les surpasser. Donc, vous êtes né sur une bonne étoile. Certainement, oui. Certainement. Au moins, si on met ça du côté de la survie, oui. Oui, qui étaient vos parents ? Il était boulanger. Ouais. Mon père est arrivé d'une famille de 17 enfants, 13 vivants, des Lorrains. Pour vous dire que l'hérédité était déjà difficile, 13 vivants. Et mon grand-père paternel, donc, avait fait 14-18 avec des médailles. Ses 2 frères étaient morts dans des tranchées, on les avait complètement disparus. Ouais. Mon père à 6 ans, comme il disait, j'allais garder les oies. Après, il est devenu apprenti boulanger tous 13-14 ans. Il s'est tiré pour ne pas faire le travail de STO obligatoire. Donc, c'était une vie dynamique. En fait, après, il est dans la boulangerie. Il a épousé la fille du boulanger. C'est normal. Oui. Et comme disait mon grand-père qui était boulanger, sûrement, il adorait pétrir les miches. Et peut-être que c'est un beau métier quand même. Et le petit Jacques Crine, il faisait quoi, enfant ? Il regardait peut-être son voisin qui faisait de la voltige. Il avait avion de voltige, non ? D'abord, si on racontait un peu ma vie, c'est que ma naissance s'est très mal passée. Oui, mais ça, je veux dire, c'est qu'on s'interroge après sur ce qui fait votre destin, le conditionnement que vous avez. Et une vie qui commence bien conçue, une naissance paisible, et puis un bon environnement sécure, vous avez plutôt tendance à avoir au fond de vous-même un destin qui va être un peu comme ça. Moi, ce que j'ai su, c'est que d'abord, j'ai cherché à comprendre, c'est que ça s'est mal passé, c'était l'hiver, le médecin s'appelait Boldos, pour vous dire que le médecin de campagne, c'était un peu différent de maintenant. Et ma mère a failli mourir donc en mettant au monde, et moi j'ai failli rester aussi. Et comme disait François Dolto, si le bébé est né malgré tout, c'est que l'énergie vitale qui est en lui, elle cherche à vivre. Donc ce qui veut dire qu'après, je vous donne ça, c'est parce que ça conditionne peut-être un destin, c'est que j'ai failli mourir à ma naissance. J'ai une maladie de bébé à l'époque, j'ai aussi failli mourir. Donc ma mère est partie chercher leur bouteux du village d'à côté pour me redonner la survie. Après, j'ai eu la furoculose, donc c'était la pénicilline à pleine dose. Je me rappelle, la bonne sœur arrivait, ça me foutait la trouille, j'avais mal aux fesses pendant épouvantable. Je n'ai eu que des choses comme ça. Pourtant, j'ai énormément de vitalité, puisque je montais dans les arbres. Je faisais déjà l'aviateur à 4-5 ans dans l'arbre du grand-père avec des boîtes de fromage qui me faisaient les instruments. Pour vous dire le conditionnement qu'on peut avoir, j'étais scout, parce que j'adorais ça. J'adorais le risque, en fait, déjà, et j'ai eu une crise de rhumatisme, allez savoir pourquoi. Donc, allez, boum, la cortisone plein pot. J'avais 14 ans, ça m'a arrêté la croissance, ça m'a décalcifié la colonne vertébrale. Et surtout, c'est que je voulais être aviateur quelque part. C'est pourquoi ? Et pour être aviateur ? Oui, mais d'où ça vient cette idée ?
Bah, ça, alors, tout petit. Ça, c'est la grâce divine. Ça va peut-être avoir vu les avions. Je pense que ça m'a conditionné. Ouais. Et également, le curé dans mon bled, les films que j'ai commencé à voir quand j'allais au cinéma avec la famille à 4-5 ans, c'était la gloire de nos héros. Ouais, j'étais gamin, je voyais. J'ai dit, non, mais sérieusement, et dans mon adolescence, malgré tout, je dirais les faiblesses que j'avais, je dis, si je veux être reçu, je veux être un homme, il faut que je sois au moins ça, quoi. Et après, c'était évident. Je crois que les connexions neuronales, il y avait que ça qui. Et c'est ça qui m'a aussi. C'était quand on a une conviction, quand on a la foi qui vous vient, ça détermine un homme et ça détermine sa vocation. Quoi. Je ne pensais qu'à ça. Alors que, comme je dis aux enfants maintenant, si vous avez ça au fond de vous-même, n'écoutez pas. Allez-y, parce que toute ma vie, depuis mon enfance, on me disait tu ne seras jamais aviateur. Un peu comme la mère de Poitiers qui dit faites pas rêver les hommes, faites pas rêver les enfants, ils ne vont pas y arriver, ils vont être malheureux toute leur vie. Et je pense que par protection, ma famille me disait, c'est foutu, t'as une petite santé, les études, t'as plein de complexes, c'est normal. Mon fils de boulanger, on me disait, après t'es aviateur, faut être Superman, les maths, tout ça. J'ai eu que des obstructions. Et intérieurement, au contraire, je disais, je ne vivais que pour ça. Et alors le petit Jacques Rine, il fonce, c'est le cas de le dire, à 15 ans, donc il y a l'armée de l'air qui vous donne une bourse. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Je passais. Pour mon paternel était comme il était élevé à la dure, mais il m'a transmis un peu une forme de volonté. Et au Mans, puisque on habitait au Mans, je passe dans une rue et c'était l'annexe de l'aéroclub, les aides du Maine, et il y avait une affiche en disant jeunes gens, un peu comme maintenant avec le BIA, le bureau, enfin disons le brevet. On recrute. L'armée de l'air vous offre des vols d'initiation à l'aviation. Et je passe devant ça, donc je prends mon vélo et je vais aux ailes du Maine de l'autre côté du Mans. Et le truc, c'était vous passez un petit examen théorique. Et comme je faisais déjà beaucoup de maquettes d'avion, d'instinct, je savais ce que c'était une polaire de l'aile, j'avais déjà des bonnes notions, quoi, pragmatiques. Et si le club vous amenait à un brevet de pilote, l'armée de l'air remboursait. Oui, c'était un peu comme ça. Comme un peu, ça revient un peu maintenant avec les escadrilles de jeunesse. Et donc, j'ai passé un stage au mois d'août au Mans, faire du planeur. Comme expliquait, on passait son temps à sticker les avions et puis la récompense c'était de me mettre le derrière dans des planeurs qui n'étaient pas performants comme maintenant. Ouais, c'est sûr. Les C800, les gens qui sont dans la génération, ça volait plutôt, ça volait un peu comme un pavé, mais ça vous donnait le sens de l'air. Et je dis toujours aux jeunes, si vous voulez devenir aviateur, un bon pilote d'avion qui est bon, s'il a fait du planeur, il est meilleur. C'est comme quelqu'un qui a fait de la musique classique ou qui a fait de la danse classique, qui va faire du jazz ou du rock'n'roll. Ça donne le sens de l'air, le planeur, puisque c'est votre pilotage qui va vous donner la vitesse et l'atterrissage et le coup d'œil. Et vous avez votre brevet de parachutiste aussi. Ah bah aussi, ça oui. Enfin, j'étais parachutiste avant d'avoir mon permis de conduire. Mais très jeune. Oui, pareil, 15 ans. À l'époque, on passait ça, 14-15 ans. Et on pliait son parachute. Soi-même. Aïe, aïe, aïe. Oui, non, mais ça m'allait bien, parce que quelque part... ce qui me motivait mon énergie, c'était de prendre des risques, c'était de traverser, peut-être que c'était de traverser cette peur. Des risques. Des risques et les maîtriser. C'est ça qui vous attire. Oui, et je veux dire qu'une vie, la vie n'a d'intérêt que si on la risque et si on s'emploie à la sauver. C'est vrai, si vous vivez avec risque nul, bon, chacun a sa vie. Mais on est fait pour prendre des risques. La vitalité, c'est des risques continuels. Notre cerveau, notre foie nous garde en bonne santé, nous donne de l'énergie. Et quand vous êtes amoureux, c'est une énergie fondamentale. Il y a tout l'accord que vous avez envers vous-même. Je fais des conférences encore, avant le Covid, dans les lycées, en disant aux gamins, si vous avez ça qui vous pousse au fond de vous-même, chirurgien, mais même cultivateur, il y a pas. Si c'est ça qui vous pousse, n'écoutez pas les autres. Si écoutez les gens qui vont vous dire c'est pas possible parce que, ça va vous donner des obstacles à franchir. Mais si vous dites ça, c'est que vous voudrez bien faire ce que vous voulez faire, mais ils ont peur. C'est pas de leur faute. La peur est à double tranchant, c'est qu'elle vous pousse à traverser le mur, ou alors vous en mettre dans le calme, quoi. Donc allez-y. Allez-y, ne renoncez jamais. Et on me dit, des moments qui me disent, mais monsieur Crine, vous voulez mettre nos enfants en danger. Je dis, pas du tout, madame, c'est vous qui ne faites pas votre boulot. Comment? Je suis une mauvaise mère? Pas du tout. Le rôle d'un adulte, c'est d'apprendre à un gamin, suivant ce qu'il a, c'est de lui apprendre à reconnaître les risques, à les identifier et avoir le geste juste pour s'en tirer. Et l'aviation, c'est ça. C'est peut-être des métiers, c'est encore un métier où, à chaque instant, vous devez avoir le geste juste et dans une situation prévue. Et surtout, quand on a prévu une panne moteur au décollage, je peux vous dire que maintenant, on s'entraîne avec des simulateurs, mais si vous n'avez pas le geste juste, vous plantez. Sinon, vous en sortez. Moi, je suis craché 4 fois. Je peux vous dire, je rends grâce à la qualité des instructeurs à l'époque. Les vieux pilotes, ils disaient, l'aviation, c'est la vitesse et la vue. La vitesse, en dessous d'une certaine vitesse, c'est de casse à figure. Et la vue, c'est
ton orientation dans l'espace. Alors c'était des pilotes de guerre, ils disaient c'est toujours l'avion qu'on n'a pas vu qui vous envoie au tapis. Mais maintenant c'est l'avion que vous n'avez pas vu avec lequel vous rentrez en collision. Donc c'est ça qu'on acquiert. Jacques Rine, c'est un personnage extraordinaire, mais même tout jeune. À l'âge de 16 ans à Saintes, c'est votre premier vol d'élève pilote. À Saintes, c'est une base militaire, c'est bien ça? Base école, oui. Oui. Et ça vous fait quoi d'être élève pilote déjà à 16 ans, quand même? Moi, je survolais le monde. Ah. C'était non, mais vous savez, l'émotion. L'émotion, c'est l'énergie vitale que vous avez au fond de vous. Soit ça devient un cauchemar parce que vous êtes frustré, vous avez peur de réussir, soit ça dépasse le mental, ça dépasse toutes les peurs qu'on vous a collées. Je veux dire, l'éducation, c'est souvent l'éducation. Le jeune bébé, je dirais, qui commence à prendre conscience, ou l'enfant, on a peur pour lui. Et donc les mamans, l'amour des mamans, la crainte des mamans, c'est à la fois extraordinaire et épouvantable. Moi, j'ai des amis qui ont dit « je ne serai jamais aviateur » parce que leur mère leur disait « j'aurais trop peur que pour toi, je ne vivrai pas ». Et c'est toujours cette espèce d'alternance entre cette énergie qui est double. Il y en a eu qui détruit, mais de la destruction, on a la création. Il y a celle qui vous amène à dépasser ça. Et vous en avez plus ou moins conscience. Mais c'est cette force qui vous ne pouvez pas ne pas le faire. Et j'étais cette partie de moi qui était souffreteuse, malheureuse, rikiki, enfin, elle était complètement dominée par cette espèce de énergie supérieure. Je volais, quoi. Je surmontais. J'étais dans ce mental. Vous savez, c'est le gamin qui va traverser la rue, qui a 5-6 ans, qui rêve d'être Tarzan, et dans son imaginaire, il est en train de devenir un héros parce que la bagnole, c'est le crocodile, la petite fille en face, il va briller devant elle. Et l'imaginaire au niveau du cerveau, c'est ça qui vous entraîne dans les bonnes ou mauvaises choses. Jacques Rine, c'est la revanche sur la vie. En 1963, donc c'est l'engagement dans l'armée de l'air à Cognac. Une grosse base. C'était d'abord Nîmes. Oui. Là, je reprécise un peu parce qu'on passait d'abord à Nîmes. Et bon, c'est mes premiers pas dans l'armée de l'air. J'avais 18 ans, 3/4. Parce que j'avais passé le concours de l'armée de l'air et j'étais admis dans le concours déjà. C'était étonnant. Et j'étais admis, je pense, grâce aux épreuves physiques. Et quand j'avais un tel niveau de stress que ça me fait passer tous les trucs, quoi. Et je pense que quand vous avez cette volonté, cette foi, la vie est un grand magasin et vous allez directement là voir ce qui va vous faire réussir. Donc, il y a eu beaucoup de bases quand même. Il y a eu Orange, il y a eu l'école de Tours, Cazaux. Ça, c'est l'entraînement militaire. Bon, d'abord à Nîmes, où on était pris en main par des commandos qui avaient tous fait l'Algérie, le Vietnam, l'Indochine, etc. Je ne dis pas... Les Américains, ils vous font un peu chier, mais c'est pas, vous allez être Tiger. Nous, c'était pour nous faire voir qu'on était, je ne dis pas de l'entraînement qu'on avait, c'était de la brimade, mais ça nous formait aussi le caractère. Donc après, on allait à l'école de début à Cognac. Donc j'ai commencé sur T6, c'était la fin d'Algérie, donc c'était des avions très pédagogiques par rapport à maintenant. C'est comme les voitures, il n'y avait pas de protection de domaine de vol, etc. C'était un avion qui était un bon instituteur, c'est qu'il ne vous laissait rien pardonner, vous posiez mal, c'était posé, pas cassé, contrôlé. Ça veut dire que le toucher des roues devait être bien, sinon vous partiez dans les rebonds. Alors là, vous finissez sur le nez. Ça se posait bien, toucher des roues posées, bon, pas cassé. Après, il fallait poser la roulette de queue, c'était le système. Là, l'avion commençait à barrer en sucette parce que vous aviez moins de pouvoir sur la gouverne de direction, les freins étaient ce qu'ils étaient. Et contrôler, ça veut dire que bon, ça allait, là, on roulait. Donc ça donnait des bases vraiment. C'était l'artisanat d'art en tant que pilote. Maintenant, je dirais que le cerveau d'un pilote de 14, 18, 39, 40 ne travaillait pas. Moi, j'en ai une partie. Et un pilote de ligne maintenant sur Airbus ou sur les voitures modernes qu'on a, où c'est des systèmes qui vous font votre protection. Nous, on mettait 5 ans à savoir naviguer. Il n'y a pas de GPS. Le tout, c'était de retrouver un terrain. À sentir le domaine de vol, il n'y avait pas de protection du domaine de vol. Donc, on se foutait en vrille comme pilote de chasse en combat aérien. Mais là, on pilotait l'avion dans des domaines de vol qui n'étaient pas prévus, quoi. Et donc, c'était ça l'orientation dans l'espace, de sentir un peu sa position et d'avoir le jeu de commande de vol pour remettre l'avion dans une position aérodynamique de vol et de le récupérer, reprendre le contrôle. La belle machine, c'était le Mystère 4, le Verdon, c'est bien ça? Le Verdon, vous savez tout, vous. Oui, en fait, c'était... Après, on passait à l'école de chasse à Tours, et c'était le premier avion réellement supersonique en piqué de Marcel Dassault. Et j'ai récupéré cet avion-là 15 ans après, puisque je l'ai présenté en meeting. Je veux dire comme ça, c'est une boutade. Quand j'ai remis les fesses dedans 15 ans après, il a fallu que je retrouve des réflexes. Quand j'ai lâché les freins de cet avion, c'était à Marseille. Il y a les temps de Berre en face.
Et il accélérait pas. J'ai dit, putain, on a dû me laisser comment on appelle, le groupe de parc et de rester branché. L'avion l'accélérait pas. J'ai dit, je vais me foutre dans la flotte. Et ce qui est marrant qui est venu, j'ai dit, j'ai pas pris la température de l'eau. C'est pour vous dire. Bon, des choses qui vous viennent, mais c'est pas idiot parce que c'est bon. Et en fait, il y a un moment, il se lève. Alors on était obligé d'avoir un pilotage très fin. C'est l'incidence, l'assiette. On allait caresser le filet d'air, comme je viens de le dire. Bon, il accélérait doucement, il se met en l'air. Bon, et là, il a l'impression qu'il retombe, quoi, sur le matelas d'air, et puis il accélère. Bon, on rentre le train. Puis vraiment, il faut piloter, mais fin. Et puis là, il prend 200 nœuds, 250 nœuds. Et là, il commence à vivre. Et à 300 nœuds, cet avion, c'était plus la même chose. Ça devenait un albatros, une mouette, une hirondelle. Ouais. Il prend ça, et on rentrait dans le domaine de vol, au-dessus de 300 nœuds, 350 nœuds, 400 nœuds, et là, ça vole. Quelqu'un de vivre. Ah mais oui, mais vous avez une relation, enfin moi j'avais une relation avec ça, oui. Et je repars 15 ans après faire on fait du combat aérien quand même, quand j'avais 20 ans avec ça, et je monte en altitude, je me fais dans un secteur, j'essaye de passer une boucle, un looping, je me ramasse une gamelle, je dis mais comment je faisais? Il m'a fallu au moins 20 minutes pour retrouver le domaine de vol de l'avion, le domaine des commandes et en faire quelque chose de magnifique. Comme j'ai dit, j'adore dire ça, c'était caresser les filets d'air, faire l'amour à l'espace. C'est beau. Il y a une espèce d'extase qui vous prend, quoi. Vous sentez tout votre être, le niveau nerveux, la pensée, la sensation, l'émotion. Et même tu vois qu'il me disait, n'oublie pas que tu envoles quand même, hein, faut pas que tombe, quoi. Jacques Crine, le passionné, le cavalier du ciel. Il y a eu un changement de politique dans l'armée de l'air après, donc c'était bien, les pilotes plus âgés devaient former les jeunes pilotes. Et puis c'est le retour à Cognac pour vous comme moniteur. Et d'après ce que j'ai compris, Jacques Crine, il n'était pas très facile, c'était oui chef, c'était comme ça, pas autrement, c'était vraiment la performance, la rigueur, c'était très beau. Dans ce domaine-là, vous savez, on est paradoxaux en fait. Je veux dire, l'être humain, il est dual. On est capable d'être poète d'un côté et d'être très rigoureux. Alors, l'aviation, il y a un côté, il faut être très rigoureux. Oui. Parce que c'est vraiment des métiers où l'erreur, ou la faute, la sanction, c'est la mort, quoi, vous crachez. Alors, quand je suis reparti en école, c'est l'époque où je suis passé officier aussi. Oui. Donc je suis arrivé sous-lieutenant, chef moniteur, je suis passé à chef moniteur rapidement, et moi j'étais animé d'une fois des bras l'homme de ma mission, c'était la guerre froide, on doit être des guerriers, c'était toujours le top niveau, pas dans mon idée. Et la guerre froide, pourquoi? Ah bah si, la guerre froide, c'était quand même l'époque, à partir de 58, oui. C'était la menace des Russes quand même. Mais vous étiez sous pression, non? Bah, à l'école, moins. Alors, je vais vous raconter quand même. Parce qu'effectivement, moi, j'étais sous pression. Quand je suis arrivé en escadrille de chasse, c'était à Creil. En 66, on était en plein dedans. Donc, on était des gens qui étaient prêts à décoller sur alerte si les Russes nous attaquaient. Mon petite histoire à moi, c'est que De Gaulle avait dit aux Russes, si vous nous attaquez, on va mourir, mais on vous transforme en cul-de-jatte. Ça veut dire que les dégâts que vous allez subir par notre représailles va vous calmer pendant longtemps, parce qu'on avait les Mirage 4, on avait la bombe atomique, et on devait décoller, on était entraîné. Ça n'a plus rien à voir avec la vie qu'on vit maintenant. On était H24, on pouvait décoller la nuit, etc. Et on avait des alertes, des entraînements. Les Mirage 4 décollaient. Moi, j'étais à l'époque sur Mirage 3. On accompagnait les Mirage 4. Certaines Mirage 3E avaient la bombe. Ça veut dire qu'on caramélisait Moscou, on caramélisait Kiev, on caramélisait Saint-Pétersbourg. Mais qui appuyait sur le bouton? Ah ben si les Russes, si on surveillait les Russes, et si on aurait vu qu'ils déclenchaient un raid sur la France, par exemple. Mais vous pilote, on vous dit, allez-y. Ah ben nous, c'était le général qui commandait l'armée de l'air, le chef d'état-major avec le président de la République. C'était, on avait Taverny qui était le centre d'opération. Alors donc je veux dire, c'est qu'on était dans un autre état. Et moi je disais, j'avais même appris, je dirais, comme on n'avait pas de ticket de retour, si on décollait, donc j'avais appris quelques mots de russe en disant peut-être que là-bas, et je rentrais à pied, mais je vais peut-être tomber sur une russe qui n'est pas d'accord avec Staline. Karachou, pilote samariot francuski, davai, yatimla lubliou, ça veut dire, voilà, je suis un pauvre pilote, t'as disparu et vous allez m'aider. Jacques Crine, le cavalier du ciel. 1976, la consécration. L'entrée à la patrouille de France et le capitaine Roger a besoin d'un solo. Alors, comment ça se passe? C'était Roger Piazzalunga. Alors oui, c'est très marrant la vie, on dit toujours. J'étais le premier élève
de Piazzalunga, Roger, qui était lui jeune lâcher moniteur sur T6. Donc mes premiers élèves, ils se rappellent de moi, je veux dire, c'était sur T6. Et je le retrouve. Alors moi, je fais ma succession, je fais CASO, je fais des ETU à Nancy, de combat aérien en Mystère 4, CASO le tir, etc. Ouais. Et pour mon prendre l'install à lui, il passe les concours de l'école de l'air. Et je le retrouve, moi j'arrive donc à Creil. Bon, j'étais chef de patrouille de chasse. Il y a deux qualifications dans l'armée de l'air. Il y avait la qualification professionnelle, vous pouviez être sous-officier. Et chef de patrouille et chef de patrouille, donc en mission de guerre, c'est vous qui entraîniez. Et il y avait des jeunes qui arrivaient de salon, qui arrivaient sous lieutenant et lieutenant, et qui arrivaient en escadre. Donc lui, je l'ai retrouvé, il est devenu, on va dire mon élève, mais il est devenu mon équipier que j'entraînais, puisque j'étais en avance. Alors je peux vous dire, on faisait une équipe. Et là, on avait des équipes un peu constituées. C'est-à-dire que les gens, la patrouille de France, par exemple, pour venir, c'est que quelqu'un qui veut venir à la patrouille, mais un seul pilote de la patrouille n'en veut pas, on ne le prend pas. On le prendra peut-être après, parce que c'est le subconscient qui fait les choses quand il y a de l'émergencie. Parce que c'est l'équipe. C'est l'équipe. Et il faut pas qu'il y ait des conflits au sol. On se foutait des casques à travers la gueule si on n'était pas à sa place, si machin. Mais en l'air, c'est qu'il fallait que ça soit, je veux dire, tous les subconscients à l'unisson. Ouais. Donc je retrouve ce qui arrive lieutenant, on s'entraîne, après il passe capitaine comme dans l'escadrille, et après lui, on demande de prendre d'être leader de la patrouille de France à Piazzalunga. Donc il fait sa première année en second. Et là, il passe leader et il cherchait un leader solo. Enfin, il y avait, à l'époque, il y avait une dynamique avec la patrouille. Ouais. Et en disant, bon, on connaît un mec qui a la patate, qui est pêche, etc. etc. Ouais. Et il me demande s'il veut me coopter. C'est quoi le leader solo? C'est quoi? Le leader solo, il y a deux choses à la PAF. Ça a changé un peu maintenant de présentation, mais à l'époque, les Fougas, qui étaient des avions qui étaient qui étaient élégants. C'était panache, élégance, virtuosité avec sa petite queue, sa dérive. C'était un avion qui était élégant, qui était sous-performant par rapport à la Flagette maintenant. Donc les solos, c'était au moment où la patrouille éclatait, par exemple, faisait des éclatements. La vertu, c'était qu'il n'y ait pas de temps mort. Donc les deux solos s'écartaient, on faisait un peu de stunt, c'est-à-dire on se croisait. C'était le côté spectaculaire, un peu les croisements virages, les percussions, les tonneaux, on appelait ça le tonneau bosniaque, un tonneau miroir, on des descentes d'eau, enfin on faisait le côté un peu spectaculaire de pilotage, pendant que la patrouille faisait élégance, virtuosité. Ouais. Donc il fallait des mecs qui soient un peu plus... et c'était normalement des gens qui étaient déjà pris d'un an de la patrouille. Alors bon, ils savaient que moi j'étais assez manœuvrant, donc je suis arrivé une demi-saison plus tôt, d'ailleurs, donc Piazza était leader, et le leader solo, qui était leader solo, était un élève que j'avais eu aussi. Alors on s'entendait bien, on était des voyous tous les deux. Et c'était des patrouilles de guerre aussi, on faisait des patrouilles, c'est des types, on avait inventé rien, mais je veux dire, c'est en combat aérien qui était encore à l'ancienne mode, c'est qu'on mettait des types qui entre eux ne se neutralisaient pas. Au contraire, deux, ça faisait 4 combattants quand on avait des techniques. Par exemple, si un avion vous attaquait, on virait sur lui, on tapait le break, l'autre arrivait pour le mettre dans le piège. C'était quelque chose comme... c'était des arts martiaux, quoi, je veux dire. Hein. C'était attaque, défense et riposte. Donc il y avait une complicité, il y a une complicité réelle entre les gens. C'était ça la patrouille. Et le solo, donc moi j'étais solo, hein, je me suis mis en 3 mois, quoi, donc pour les 2 autres saisons. C'est court, 3 mois. Oui, mais... Moi, j'en rêvais la nuit. Quoi. Moi, dans la tête, mon cerveau, il travaillait tout seul pour voir le calculer, le mouvement, la visualisation. Et c'était devenu une deuxième vie. Quoi. Alors, la patrouille de France, vous êtes resté 2 ans et demi, c'est bien ça? C'est ça, oui. Mais la patrouille de France aussi, c'est, la marque de la France. Mais naturellement. Alors, c'est très drôle aussi. Quand j'étais en escadre de chasse, chef de patrouille, on me disait, tu vas jouer les saltimbanques. Enfin, vous savez, c'est un métier d'égo, le pilote. Hein, vous étiez le mec sur Mirage par rapport au mec qui était sur Super Mystère. Tu étais dans la défense aérienne, la défense aérienne tactique. L'être humain, il a besoin, même si c'est un petit peu entre guerriers, on s'assiste au côté. Quoi. Alors qu'on m'a dit, mais Jack, la patrouille de France, le Fougas, tu vas devenir un saltimbanque. Vous voyez, c'était presque... Et je raconte, c'était terminé, c'est que, et j'étais installé, j'étais chef de patrouille, j'étais adjoint à l'opération aérienne. J'étais officier, j'étais capitaine, donc j'avais mon truc, j'allais à Paris faire des cours et tout. Mais pareil, je rêve, une nuit, il y a une voix qui me dit, mais tu te rends compte, si dans ta vie, tu vas te rendre compte plus tard que on t'avait proposé ça, que tu ne l'as pas fait, mais tu vas le regretter toute ta vie. Ouais. Et là, je dis d'accord, j'y vais, quoi. Ouais. Émission spéciale Un jour, une vie de Jean-Marie Roussière sur Radio Fidélité. Avec un invité exceptionnel, Jacques Crine, le cavalier du ciel.
Leader solo de la patrouille de France, commandant de bord, hélas, de la Voltige. Alors, Jacques Rine, patrouille de France, quel est votre plus beau souvenir? Tous. Mais la patrouille, ça a été le plus beau cadeau. Enfin, l'armée de l'air n'a pas arrêté de me faire des cadeaux, en fait, puisqu'elle m'a permis d'utiliser cette espèce d'énergie que j'avais. Et c'est un des plus beaux cadeaux extraordinaires. D'abord, parce qu'au niveau public, vous mettiez tout le monde d'accord. Bon, l'armée de l'air, l'aviation, ça coûte cher, ça fait du bruit. Enfin, il y a toujours les gens qui sont un peu dans le négatif. Alors que là, quand ils voyaient ça, pour au moins un moment, ils voyaient le côté très positif. Ouais. Donc, vous mettiez tout le monde d'accord, les gens pour ou contre. Les parents qui emmenaient leur enfant, disaient, regarde, quelque part, on faisait vivre le rêve à des gens qui n'auraient pas pu le faire. C'était une communion. Vraiment. Et je vais même vous dire, il y a des jours, on faisait de la présentation, je sentais, c'est marrant, on sentait l'énergie des gens d'en bas qui nous regardaient. Ouais. Et c'était très curieux aussi parce que des fois on se posait en disant on était mécontent de notre présentation, parce que très curieux, et alors que les gens disaient c'était magnifique, et les jours où on se disait c'était bon, on disait ouais le solo calculé, etc. C'est étonnant. On a des relations qui sont métaphysiques là. Et je veux dire que en tant qu'humain, j'étais vraiment le groupe de chasse, le groupe de pilotes, le groupe d'artistes, le groupe de. Ouais. C'est une émotion, c'en est une, mais une émotion partagée, c'est une exaltation. 8 mecs, on était 9, ça ne fait pas dans l'énergie humaine le vécu, ça en fait pas 9, ça en fait 15, ça en fait 20, c'est le partage de ça. Le voyage dans le rêve. Le partage de la passion, de l'énergie qu'on a au fond de nous-mêmes, qui là s'exploite au maximum pour faire quelque chose de beau. Ouais. C'est quoi le charognard? Le charognard, c'est en général, on mettait le charognard, le pilote qui allait prendre le leader de la patrouille l'année d'après, on le mettait derrière le leader parce qu'il prenait le coup de patte. Je veux dire, une technique, quand vous êtes leader, si vous n'avez pas un pilotage parfait d'énergie, les équipiers ne peuvent pas suivre, vous les mettez en danger. C'est pas du tout le même travail que d'être équipier. C'est pas le même travail que ce qu'on appelle les intérieurs qui ne doivent pas bouger, parce que s'ils bougent, les ailiers, ils se baladent. C'est pour ça que le moindre défaut de l'un entraîne la faute de l'autre. Et je peux vous dire, alors à l'époque, c'était le début des caméras aussi, donc on se filmait. Avant, c'était les deux anciens qui vous débriefaient. T'as reculé, etc. Pas du tout. Là, ils disaient, regardez l'image. Et puis pendant le tonneau, t'as reculé, tu m'as foutu les enfants dans la gueule, boum. C'était un débriefing de guerrier, quoi, hein, pour que ça soit parfait. Et moi, j'ai compris le métier d'artiste, enfin, dans n'importe quel mode, c'est comme les samouraïs dans le temps, de répéter 1000 fois le même geste pour qu'il soit parfait et que, vu d'en bas, ça paraisse facile, ça paraisse de l'aisance, de la grâce. Et quand on rentre dans la patrouille de France, c'est extraordinaire, c'est une image, c'est comment dire, un rêve inespéré, mais quand on en sort, c'est une belle carte de visite. Oui, attendez, alors je vais vous dire deux choses en fait, c'est que c'est un vrai cadeau de la vie, et le problème c'est d'en sortir pour soi. D'abord parce que on a un contact avec le public, on fait voir à quel point l'aviation ça peut être beau. Pas que du bruit, que de la pollution, etc. C'est donné aussi aux enfants en disant regarde, c'est possible. C'est un peu regardez, c'est possible. Bon, il y a d'autres métiers, je disais aux enfants, il y a la mécanique, tous nos mécaniciens, tous les gens du sol participaient. Nous, on était simplement, si vous voulez, comme je suis entré à l'armée de l'air, il y a un ancien qui m'a dit écoute, t'es pilote, mais dans l'ordre, c'est le pilote, c'est le soutier, pas de pas de guerre, et t'as pas de mécano, t'as pas d'avion. Hein. Puis après, voilà, et ça, c'était bien. Mais après, après avoir connu ça, vous retombez dans l'anonymat quelque part. Et dans l'aviation, c'est une belle carte de visite au niveau des passionnés. Ouais. Et pour le métier, moi, ça m'aurait presque handicapé quand j'ai voulu être pilote de nuit après, parce que dans l'aviation de nuit, c'est les pères de famille, c'est pas la même structure. On n'a pas besoin d'acrobates, quoi. Hein. On s'ennuie, non? Non. Moi, oui, d'ailleurs, quand j'ai passé mon recrutement, mes tests psychologiques, etc., les gens qui étaient là me connaissaient comme acrobate un peu. Ils disaient, mais monsieur Crine, vous allez vous emmerder chez nous, vous allez devenir syndicaliste pour vous foutre le bazar. Je dis non. J'adore ce métier parce que je continue à piloter. En plus, je suis à la Ferté-Alais, je suis rentré, c'est un musée volant, les gens les connaissent. Et j'ai dit, moi, j'ai mes meetings le dimanche ou le machin, et la partie stunt, je ne veux pas l'appliquer dans mon nouveau métier, quoi.
Émission spéciale Un jour une vie de Jean-Marie Roussière sur Radio Fidélité avec un invité exceptionnel, Jacques Crine, le cavalier du ciel, leader solo de la patrouille de France, commandant de bord et l'as de la voltige. Jacques Crine, alors vous intégrez après la patrouille de France l'amicale Jean-Baptiste Salis. C'est quoi cette amicale? Ah ben alors c'est extraordinaire aussi. Que je veux dire, vos motivations vous amènent à rencontrer ce qu'il faut, en fait. Donc Jean-Baptiste Salis, le grand-père Salis, c'était un as de 14-18 qui, après la guerre, a eu un petit héritage et a acheté le plateau de Cerny et a fondé une école de mécaniciens. Bon, alors c'est déjà ancien. Après, son fils Jean-Baptiste, que j'ai connu, qui a fait son service militaire dans l'armée de l'air, il était à l'époque en Algérie, dans les bases, dans le désert, etc., qui a perpétué et a rassemblé autour de lui. Donc il y avait des pilotes professionnels, il y avait tous les fanats de l'aviation, et la collection du grand-père Salis, c'était les premiers avions de 14-18. Il y a Blériot, le Blériot, il y a l'avion d'Hélène Boucher, et c'était un patrimoine entretenu. Et moi je suis arrivé, ça commençait à être reconnu, donc la patrouille de France est arrivée pour la première fois en 78 sur le plateau de Cerny, avec les Fougas. On a été reçus par une bande, mais c'est les casques de cuir, quoi. C'était ambiance de 14-18, les vrais aviateurs. Ouais. Hein, les volants en torpedo, les moteurs rotatifs, etc. On va dire des fondus de passion entre les mécanos et les pilotes. Et nous, on arrive là. Avec les souvenirs, tous les souvenirs. À tout, mais vous savez, d'abord, il faut y aller dans ce musée, c'est à 25 km au sud de Paris. Et on était reçus. Alors moi, j'avais connu Jean-Baptiste Salis sur un autre meeting. On voyait ce grand monsieur arriver en Blériot. Piloter un Blériot à l'époque, c'est revoir piloter un Blériot, on regardait ce grand type qui était, on l'admirait, quoi. On était sur bon, alors donc, pour donner de l'importance reconnue à cet endroit et à son meeting qui commençait à venir, la patrouille de France était invitée, donc on a fait les présentations. Et c'était encore à l'époque où on faisait un peu ce qu'on voulait, quoi. Je veux dire, on passait sur le plateau, on passait des trucs. Et le soir, grande fête dans les hangars, on allait chercher, moi c'est de la trompe de chasse, on allait l'ambiance, quoi. Et puis surtout, c'est qu'ils nous ont tous emmenés le lendemain soir à la fin du meeting dans les vieux avions. Et alors là, ça a encore été une découverte parce que nous, on avait une espèce de rigueur quand on volait, enfin je veux dire, entre les autres, mais là, ça volait de partout. Il y avait des Blériot, il y avait le Blériot, il y avait des SE5, les avions, les Sopwith de 14-18, il y avait les Morane, et ça passait de partout. Et moi, je me rappelle, c'était Jean-Pierre Lafille qui m'emmène dans un Morane 230. À l'époque, les gens devaient être grands parce que si j'étais au moulin, c'est-à-dire je touchais les pédales du palonnier, je n'avais pas la tête qui dépassait. Et quand je voulais voir dehors, je touchais pas le palonnier. Pour vous dire, bon, il me fait une voltige à l'ancienne, au ras des pâquerettes. Je disais, bon, et puis tu le poses. Pardon, bon, alors ça fait, bon, je l'ai posé, quoi. Mais voilà, mais je veux dire, on était vraiment, bon, on dit toujours avant c'était mieux, mais c'était dans l'émotion extraordinaire, quoi. Et après, on est revenu tous les ans. Mais heureusement, c'est quand je passais mon truc, j'ai rassuré mes professionnels en disant non, ma partie, moi, voltigeur, etc., je la ferai pas au boulot. Parce que quand je serai en perme, ou les meetings où je suis libre, je vais faire des meetings et je vais leur raconter. Et j'aurai apporté quelque chose, c'est-à-dire le sens du spectacle, la présentation en vol, les tas de figures que j'ai pris dans l'armée de l'air, quoi. Ouais. Et puis après, pilote de ligne à Air Inter. Ah oui, ça c'est et oui. Commandant de bord. Et puis instructeur aussi sur Airbus. Ça fait beaucoup de choses, hein. Oui, mais ça, vous savez, je dirais une passion, c'est une souffrance. C'est si vous ne le faites pas, j'ai l'impression de perdre votre vie. Bon, maintenant, ça m'a calmé un peu, mais je veux dire, je voyais une belle journée où je ne mettais pas les fesses dans un avion, il me tombait une espèce d'angoisse épouvantable. Alors, j'étais en train de tuer le dragon. Et quand je mets bon, maintenant, je suis craché plusieurs fois, j'ai mal partout. Oui. Bon, c'est normal déjà l'âge, mais dès que comme on dit, à ton âge, tu montes dans un avion comme un gamin de 20 ans, quoi. C'est-à-dire, c'est fabuleux le cerveau. J'ai mal nulle part. Alors je me dis à mon cerveau, je dis qu'une fois que tu es par terre, tu pourrais faire la même chose. Ben non. Ce que je veux dire, la passion, c'est un peu ça, mais ça vous remplit la vie, quoi. Mais c'est à la fois une souffrance parce que vous pouvez, quelque part, vous couper du reste et il faut y aller, quoi. Hein, c'est une maîtresse difficile, quand même. C'est des belles phrases. Un grand moment entre la vie et la mort. Et oui, lors d'une démonstration, le palier de la turbine explose. Oui, ça c'était le mystère 4, ça, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? À moi la terre, le ciel m'abandonne. D'abord, c'était une récompense encore comme de l'armée de l'air. C'était une grande fête d'anniversaire
à Saint-Dizier, où le Mystère 4 avait été l'avion pendant plus de 20 ans, quoi. Ouais. Oui, plus que ça. Et donc, j'étais invité, comme j'étais moi le dernier pilote du dernier Mystère 4, donc entre un vieux chef de patrouille, et j'avais 3 Jaguars en quart de moi qui m'encadraient, quoi. Et c'était une démonstration, on faisait un 360, un passage, on devait faire un éclatement. Puis après, les Jaguars faisaient leur démo. Et au moment où on arrive dans le truc, alors j'entends un bruit épouvantable. C'était le cri du Tyrannosaurus Rex qu'on cherchait à l'époque dans Jurassic Park. C'est un bruit, mais un déchirement, un truc de mécanique, là. Bon, la turbine a explosé, en fait. Aïe. Et là, je veux dire, j'ai même pas eu besoin de regarder, comme on dit, les compteurs. J'ai vu, putain, c'est foutu. Et heureusement, les pilotes de mon équipier, en particulier le pilote qui était en charnière sur moi, a des réflexes extraordinaires, parce qu'il a failli prendre la ferraille du réacteur. Ouais. Et il a dégagé, vous les réflexes qu'on avait, quoi. C'est tac, instant. Mais il y avait le public. Il y avait le public. Ah oui, mais là, j'arrivais. Bon, le public était un peu plus loin. Bon, les avions dégagent. Et je vois la piste devant moi. Alors, c'est là des décisions qui viennent à la microseconde. C'est l'entraînement que vous avez. Je dis, bon, je me pose directement. Et là, je voyais les autres Jaguars qui étaient d'abord, j'ai retrouvé des généraux qui y étaient. Il y avait la formation de Jaguars, une dizaine de Jaguars qui se posaient, qui occupaient la piste. Donc, j'étais obligé de dégager de la piste. Et là, je dégage, je vais m'éjecter. Et là, j'ai le village de Saint-Dizier. Enfin, c'est dans une microseconde. Si je peux pas, et j'ai tâché de ramener l'avion. Je pouvais ramener l'avion, je pensais. Donc, je pars en virage. Je demande au directeur des vols d'allumer. Il y avait une barrière d'arrêt sur nos avions. Je me fous à 180 nœuds là-dedans, mais je m'en fous, je sauve l'avion. Je voulais sauver l'avion. Là. Sauver l'avion. Sauver l'avion. C'est pas moi, c'est sauver l'avion. Mais vraiment. Et je savais jusqu'au bout, j'allais pouvoir le faire. En fait, bon, non, j'avais pas assez d'énergie. Puis c'est des avions qui dégradaient, c'est des fers à repasser quand on voit les avions qu'on a maintenant. Le turbine s'était arrêté, l'hydraulique s'était arrêté. Merci, monsieur Marcel Dassault qui me donnait un secours électrique sur les servocommandes. Autrement, je vais parler. Donc j'ai fait un virage, j'ai passé devant toute la tribune avec tous les généraux de l'armée de terre. Ils ont eu du pot et moi aussi. Et en fait, j'ai pas pu revenir sur la piste. Et heureusement, parce que j'étais en décrochage piloté, en fait. Je pilotais ma mort, mais c'était une chute que je pilotais encore, quoi. Et j'ai tapé entre le taxiway et la piste dans l'herbe. Alors ça cognait très dur. Il y a un train qui a explosé. L'avion est parti en cheval de bois, la Berthière. Enfin, Dassault a calculé, j'ai ramassé 30 G à l'impact. 30 G à l'impact. Et ça m'a cassé un peu la colonne vertébrale, etc. Ouais. Mais j'étais tellement en colère contre ça. Si vous ne m'aurez pas, je sais, je sais dans ma tête, vous ne m'aurez pas, quoi. La situation, Dieu, j'en sais rien. Et j'ai dû faire une putain de décharge d'adrénaline à un moment d'impact. Ouais. C'est que je suis resté conscient. Bon, j'étais bien abîmé, mais j'ai pas eu de... Dans le temps, des aviateurs, ils mouraient 2 heures ou 4 heures ou 10 heures après, parce que c'était les organes internes qui explosaient. Que dalle, moi. J'ai eu mal, hein. Ouais. Mais bon, je suis là pour le raconter. Et quand je parle de la volonté, c'est que le médecin m'a dit, tu oublies l'aviation pendant 1 an, quoi. Tu fais le petit truc. Mais je dis, moi, dans 2 mois, je suis directeur des vols sur le Tour de France, un des jeunes pilotes. Vous voulez me dire que c'est simplement de l'os? Bon, mes vertèbres, en 21 jours, mais pour vous dire que quand on est dans la bonne pensée, dans 21 jours, c'est récupéré. J'ai 15 jours ou 3 semaines pour me rééduquer. Et je passe la visite, dans 2 mois, je suis bon. Bon, à un moment, il m'a dit, bon, je ne sais pas ce qu'on lui a mis dans les trucs optimistes. Il dit, bon. Hein, et en fait, c'est que pratiquement 2 mois, moins 2 jours, j'ai retrouvé ma licence. D'abord parce que je suis tombé sur des médecins qui n'étaient pas idiots. On aurait pu faire des trucs, mais bon. Et puis, je disais, vous n'aurez pas d'ennui, mais moi, je veux, et j'y vais. J'ai souffert pendant 3 semaines à moi, mais j'ai réussi. Et ma rééducation, c'était de refaire de la voltige. Ouais. 2G, 2G5, 3G5, ça tient. Et ça m'a guéri. C'est le pouvoir de la pensée du cerveau. Le cerveau vous balance des vrais remèdes. Ouais, c'était une bonne souffrance. Oui, mais c'est une souffrance créative. Bon, j'aurais peut-être pu m'en passer, mais bon, c'est peut-être le prix que je me faisais payer pour me payer le plaisir, quoi. Dans votre carrière, combien de crashs? On va dire 3,5. 3 réels, enfin 4. Mais l'autre, c'était pas un vrai crash, c'est que ça aurait dû en éteindre. Je faisais de l'humanitaire en Afrique, pas de moteur sur le désert. Aïe. Comme on dit, j'ai joué les mermozes. Bon, on posé, pas cassé. On a réussi à réparer. Je vais arriver à une tributaire, enfin, c'est encore une aventure. Et on a réussi à réparer. J'ai décollé pour aller rechercher les autres sur un autre terrain. Donc, le fantasme de gamin qui veut devenir son héros. Ça vous attire, ça? J'ai joué ce que... Les mecs m'ont dit, tu as joué les mermozes, tu fallait ça aussi, quoi. Bon, voilà, c'est étonnant, quoi. Émission spéciale Un jour une vie de Jean-Marie Roussière sur Radio Fidélité avec un invité exceptionnel, Jacques Crine, le cavalier du ciel, leader solo de la patrouille de France, commandant de bord et l'as de la voltige. Jacques Crine,
La voltige. Des meetings aériens, beaucoup. 400, je pense. Oui, Plus que ça. Ok, il y a des périodes, maintenant on a un peu arrêté à cause du Covid, mais c'était de avril à septembre, octobre. Et alors ces meetings, ça consiste en quoi? D'ailleurs, ça consiste, c'est-à-dire à faire voir l'aviation, l'historique de l'aviation, puisque déjà on pilote un meeting qui va bien, comme La Ferté, c'est une page d'histoire, c'est 14-18, c'est 39-40, c'est les courses d'avion, c'est Tora Tora, puis ça se termine par la patrouille de France, les démonstrations du Rafale. Ouais. Donc c'est amener des gens qui sont passionnés. Et on est acteurs, parce que on fait voir, vous aimez les pièces de théâtre, vous allez voir les acteurs, vous allez voir les histoires qu'ils vous racontent. Donc on raconte en même temps des histoires de l'aviation. Du spectacle, de l'émotion. Ah carrément, oui. Oui. Et sur toute la France, en dehors, sur l'Europe. Ça va à l'étranger. Moi je vais aller faire des meetings aux États-Unis, en Angleterre. Ouais. Et puis il y a des Anglais qui viennent chez nous, des Américains aussi. C'est la communauté des aviateurs. Et c'est le moment aussi où je joue l'artiste. Vous êtes devant des spectateurs, vous êtes reconnus, c'est très satisfaisant. Je veux dire, quelque part. Enfin, faut être honnête envers soi, quoi. Il y a une partie de l'ego qui frétille, quoi. Quelque chose qui vous touche beaucoup, c'est le Tour de France aérien des jeunes pilotes. Ah oui, ça j'étais. Vous en êtes occupé, hein? Oui. C'était fait par Air Inter à l'époque, qui est devenu le parrain. Ça existe depuis longtemps. C'était fait par la fédération, et c'était au départ, c'était des gamins qui arrivaient, on couchait sous l'avion, etc. Et après, j'étais directeur des vols sur Tour de France ILM aussi, qui est une autre forme d'aviation. Je tire un peu pour les vieux, puisque c'est simplifié, et qu'on les enquiquine moins un peu au niveau point de vue médical, donc ça permet, au 3e âge, de continuer à voler sans avoir cette sanction. Et c'est toujours caresser les filets d'air et faire l'amour à l'espace, quoi. Et les petits avions, comme les gros, ça mobilise, je veux dire, ça mobilise au niveau de l'émotionnel, au niveau de la rigueur intellectuelle, ça mobilise. Et justement, peut-être parce qu'on n'a pas droit à l'erreur, c'est extraordinaire. Les jeunes pilotes, à partir de quel âge? Je veux dire, dès qu'ils touchent les pédales, ils peuvent être pilotes. Hein. Ah ouais? Non, sérieux. Je veux dire, un gamin qui a 12 ans, on peut le faire piloter. D'ailleurs, ça marche vachement mieux sur des gamins que quand on est jeune, on n'a pas ce quant à soi, l'intellect qui veut dire ouais, ça ne va pas marcher parce que. Et on rentre directement dans le. Moi, j'emmène des gamins, dès qu'ils touchent les pédales, quoi, à la limite même, j'installe, ils pichent tout de suite l'assiette, l'inclinaison, le virage, et des gamins qui descendent, ils disent ça y est, je sais qu'ils, ça y est, paf, ils ont le virus, ça va leur devenir une vocation ou quelque chose à faire. Il y a des étoiles dans les yeux de ces jeunes. Ah ça se voit tout de suite. Alors je peux vous dire que c'est fabuleux. C'est fabuleux, je veux dire. J'emmène plein de jeunes qui sont devenus. Moi, j'ai peut-être une centaine de filleuls. Et il m'a dit, je les vois de temps en temps maintenant, ceux qui m'emmènent soit dans les avions de ligne, soit à la chasse, et même des gens qui sont devenus généraux, maintenant leur m'aider, me dit, mais tu lui as donné un coup de pied dans le cul un jour en disant c'est comme ça, tu lui as dit tu réussiras. Le problème on a besoin quelque part, pas tous les tempéraments, mais on a besoin la vie, c'est de prendre des risques et de les maîtriser. Une société qui commence à voter pour des gens qui leur disent on vous donne le confort et la sécurité, ils s'emmerdent, ils ont peur de tout. On y arrive un peu en ce moment. Il y a un peu de souffrance dans les vies pour y arriver, mais ce but, c'est justement, comme je dis aux parents ou aux éducateurs, c'est d'apprendre aux gamins comme dans la nature, quoi. On le met dans des situations, tu regardes, ça c'est un risque, tu fais ça, tu t'en sauves, tu fais ça. Des fois c'est courage, faut y aller, des fois c'est courage fillon, quoi. Donc, mais c'est. Enfin, pour moi, mon tempérament, puisque peut-être ma naissance m'a conditionné en disant il faut y aller ou je rêve, quoi. C'est ça, et quel bonheur. Le lâcher, quand vous avez lâché un élève pilote, comme m'a dit le mien, elle va te plaire tout seul. Putain, mais c'est ça, vous avez ça toute votre vie, t'es tout seul en l'air, ça y est, bon décoller, puis tu dis, il faut que je me pose maintenant. Alors là, il y a la partie de soi, c'est paralysant, et tu te dis, qu'est-ce que tu fous là-dedans, puis l'autre, il dit, allez, il t'a dit ça, tu te poses, tu touches, et là, putain, le monde est à tes pieds pendant cet instant-là, quoi. Jacques Rine, on est le 23 septembre 1975, vous avez un mirage, le copain a un mirage, et il y a un objet volant. Oui, ça c'est encore étonnant. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe d'abord, on était en entraînement en vol de nuit, donc à l'époque le Mirage avait des premiers radars, donc les rassemblements de vol de nuit c'est quand même une technique qui est difficile, quoi, hein. Surtout on fait ça un peu artisanalement, donc on s'éloignait de nuit, il y en a un qui servait de target, le radar au sol amenait le chasseur, il prenait ça dans l'acquisition de ce radar, il terminait à vue, faire un rassemblement, parce que c'était quand même aussi la guerre froide, on s'entraînait à ça, et puis là moi j'étais target et je vois à mes 10 heures une dizaine de nautiques, un avion, parce que je prenais pour un avion, c'est un bazar avec des lumières. J'appelle le contrôleur au sol en lui disant, mais là il va y avoir un problème. Il dit, moi j'ai contact radar sur vous, sur d'autres avions, mais pas sur ce que vous m'indiquez. Et la forme d'un avion?
Oui, enfin bon, non pas tout à fait de loin, mais de loin de nuit. Le problème de la nuit, c'est que suivant l'éclairage, regardez, vous êtes en bout de piste à Orly, des avions se posent. Il y a des avions qui sont petits, qui ont un éclairage d'enfer, vous le prenez pour un gros. Il y en a des fois qui sont gros, ils ont deux phares, quoi. Je veux dire, identifier la forme, la distance, la vitesse de rapprochement et le volume, ça c'est difficile. Ouais. Donc, mon équipier arrive, il confirme, il dit, tu vois ce que je vois? Oui, bon, alors là, le contrôleur nous dit, bah, moi je l'ai pas. Donc on se transforme en police du ciel, puisque notre travail, c'était on ne traverse pas l'aérospace, je veux dire, française sans que c'est comme votre jardin. Hein, dire, bon, ben, on se transforme en police du ciel et on va voir. Enfin, on va dessus. Ouais. Et au moment où on arrive à une distance assez proche, ça disparaît à la vitesse de l'éclair, comme les bons films d'anticipation qu'on a maintenant. C'est une microseconde, boum. Je veux dire, moi, dans mon Mirage, on était des gens supersoniques. J'ai l'impression d'être arrêté, quoi. Je veux dire, vous voyez, bon, ça disparaît sur une accélération exactement un peu comme si c'était un avion de chasse qui a deux chasseurs qui arrivent qui sont menaçants, il dégage parce que ça commence à devenir mauvais pour lui. Mais cet ovni, aucun signe, rien du tout? Rien. Alors, comme on disait maintenant, on a fait après des études, bon, on n'était pas brouillé, pas de brouillage radar, on n'avait pas de contact radar non plus sur lui, et on le voyait à vue, quoi. Donc on arrête, on recommence notre entraînement, et ça recommence. C'est-à-dire ce truc-là réapparaît entre nous, moi j'étais chasseur, comme un troisième chasseur qui regarde ce qu'on fait. C'est presque la manœuvre aérienne normale. Alors on belote avec le dialogue avec le contrôleur qui dit moi j'ai rien. Alors oxygène précieux, machin, enfin tous les trucs, parce qu'on peut avoir des phénomènes aussi d'illusion sensorielle. On est à 45 000 pieds, l'oxygène. Bon, et on repart pareil. Alors là c'est étonnant parce que après l'imaginaire, il faut toujours se méfier de son cerveau. Si je me rapproche assez près, je vois à l'intérieur. Et alors? Il y avait une lumière blanche extraordinaire. Alors on m'a dit, mais une lumière blanche, mais ça m'a touché et elle me blessait pas, mais c'était un genre d'éclair d'énergie, quoi. Bon, bref, ça se rebarre. Bon, flûte. Et une troisième fois, donc on est, voilà, quoi. Et personne dans l'avion? Ah bah moi j'ai rien vu. Alors la forme, c'était en fait, si on parlait de la forme, ça ressemblait de mon côté à une espèce de ballon de rugby, c'est-à-dire un fuselage avec des hublots. Des éclairages et de pointe à l'avant, l'arrière. Alors, c'était peut-être une soucoupe volante de profil. Enfin, je veux dire, bon, alors, on rentre et je dis à mon collègue, écoute, c'est la guerre froide, le contrôleur était parti, il était là pour nous débriefer, il avait peut-être un problème. Je dis, bon, on voit demain matin si on en parle ou pas. Personne n'en parle. Alors, je dis à mon collègue, écoute, si on en parle, c'est la guerre froide, ou on va chez le psy, voilà. Ouais. Bon, enfin, à l'époque, c'était comme ça qu'on réagissait, parce qu'on passait un peu pour des rigolos. Alors maintenant, les chefs d'état-major, qui sont quand même des gens aussi intelligents, il y avait des pilotes qui leur racontaient, ils disaient, on ne vous prendra pas pour des bourrins, si vous avez des choses qui sont étonnantes, vous en faites consigne, parce que je suis responsable du ciel, et on me raconte qu'il y a des choses qui se travaillent, on ne sait pas ce que c'est, on ne les attrape pas. Donc alors il y avait une intervention à l'époque au niveau de Chirac, enfin il y a d'autres trucs, parce qu'il y a quelque chose, quoi. Mais alors, vous avez gardé le silence pendant combien de temps? Ah ben pendant au moins 10 ans, parce que c'est un ami à moi qui était journaliste, qui était venu à VSD, qui s'occupait de la chose aéronautique, qui me dit je fais une enquête sur les ovnis. Alors là je lui ai dit je vais te raconter un truc super chouette. Alors l'intérêt, on peut dire rationnel et scientifique, deux pilotes de chasse. Bon, le nom de guerre, ce sobriquet de guerre de mon collègue, c'était l'enclume. Ça veut dire c'était un beau gars qui ressemblait à Jacques Santi. Le profil du pilote de chasse, grand brun. Puis c'était pas le mec, il fallait lui raconter des histoires. Alors déjà, bon, on était deux dans deux avions différents, on l'a vu 3 fois. Bon, on peut dire que ce qu'on a vu, on l'a vu, quoi. Après, ce qu'il y avait derrière ça, c'était pas une illusion sensorielle, mais bon, moi, je pense qu'il faut rester en état d'écoute attentif et bienveillant. J'ai entendu peut-être 2 millions d'explications. Ouais. Je dirais même, bon, les plus rationnels ou irrationnels qui soient, en disant, bon, voilà. En fait, je pense que ça existe. On arrive à la mécanique quantique maintenant, on sait qu'il y a des vous y croyez, il y a des choses, on peut... Et on imagine toujours d'autres peuples qu'on ne connaît pas sous notre forme. C'est peut-être une forme de conscience qui prend une autre forme, qui est peut-être de l'avance au point de vue technique, puisque nous, on envoie bien des sondes dans l'espace. Ouais. Et c'est tout ce que j'ai vu, moi, sur des rapports que j'ai, c'est qu'on est observé, en fait. S'il y a une mécanique, une technique ou un robot, ils viennent voir, quoi. Puis alors après, on rentre dans la métaphysique. On est observé avec bienveillance? Bah, il y en a pour qui c'est bienveillant, d'autres c'est du danger. Ouais. Alors ça, c'est le fantasme humain. Je pense que quelque part, quand je dis d'être humain, il y en a qui pensent que c'est l'esprit supérieur d'humain qui va nous amener la paix et l'amour, et d'autres, ça va venir nous bouffer comme des vampires et nous bouffer le sang, quoi. Jacques Rine, est-ce que vous connaissez Alexandre Gross? Oui. 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 Eh bien, on va finir l'émission là-dessus, parce que Alexandre, il vous a écrit quelque chose de très beau. Écoutez. Jacques Rine, c'est un homme plein d'honnêteté, de bon sens, et pourtant
si peu ordinaire. Que de souvenirs, Jacques. Et merci d'être ce que tu es et pour tout ce que tu fais. C'est beau. Ah, c'est une bonne mission dans la vie, ça. Voilà. Si c'est tout ça, en fait, ça rentre dans mon esprit, ça c'est de vous faire résume. voir, disons, aux gens qui arrivent derrière vous que tout est possible. Oui, ça vous résume, oui. Bah, oui, sûrement en partie. La bonne partie de moi-même, on va dire. Je peux me permettre de vous résumer. On va finir là-dessus, avec une belle musique qui va nous envoyer là-haut, très là-haut. Au ciel. Jacques Rine, vous le cavalier, le magicien du ciel, l'homme volant, le passeur d'émotions, le voltigeur du frisson. On va partir ensemble. On va partir dans le ciel infini, loin, très très loin, très haut, très très haut. On va partir pour rêver. Merci Jacques Rine.